Bonjour Victor. Bonjour Sabine. Alors, on est ensemble pour un nouvel épisode du podcast Ce que fait le thé Exact. et on a préparé quelques sujets qui nous tenaient à cœur d'en discuter ensemble et de partager. C'est exact. Donc je pense aujourd'hui on va commencer par quelque chose de classique, c'est-à-dire l'historique du thé, hein? D'où vient le thé, comment est-il apparu, quand, à part qu'on a décidé de faire une approche non pas chronologique et historique dans le sens occidental du terme, hein, mais plutôt une approche symbolique ou mystico-philosophique euh, qui correspond plus, je pense, à l'âme du thé et surtout à l'Asie, à la Chine ancienne, hein. Euh, donc d'abord, j'aimerais vous parler très rapidement du mythe, de ce que c'est qu'un mythe, hein, puisque l'origine du thé dont on va parler, elle est mythologique. Donc le mythe, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose dont on ne connaît jamais l'origine, hein. Qui a inventé les mythes ou les mythes viennent-ils du monde du divin? C'est toujours shrouded, comme on dit en anglais, embrumé, hein, à l'origine. Mais c'est ce qu'aiment les Asiatiques de toute façon, et c'est ce qu'aimaient les civilisations anciennes, hein. Les anciens textes védiques n'ont pas d'auteur. Le Neijing, qui est la Bible de la médecine chinoise, son auteur, c'est l'empereur jaune, qui est lui-même un empereur mythique. Donc il a fallu attendre beaucoup plus longtemps pour qu'on sache quel était l'auteur de tel ouvrage ou de telle histoire, mais personne ne sait qui a inventé Zeus ou Jupiter ou Neptune. Donc le thé est apparu comme boisson en Chine à une époque antique. Donc déjà antique, ça veut dire on ne sait pas quand, hein, très reculé, grâce à l'un des trois Augustes. Alors les trois Augustes, ce sont bien sûr des créatures aussi mythiques. Et celui qui nous intéresse, son nom, enfin le nom qu'on lui a donné, c'est Shen Nong. Et Shen Nong, c'est celui qui a, entre guillemets, inventé l'agriculture et la phytothérapie chinoise. À savoir qu'il y a à peu près 15 000 produits dans la phytothérapie chinoise, moderne. Donc je ne sais pas combien il y en avait il y a À 1000 l'époque. ans ou 5000 ans ou 10 000 ans, hein. Mais à l'époque où moi j'ai commencé l'enseignement, il y avait à peu près 15 000 produits déjà, animaux, végétaux et minéraux. Donc cet être mythique, ce Shen Nong, a goûté toutes les plantes. Il a suivi le chemin du chaman, le chemin du poison, c'est-à-dire goûter les plantes, se faire empoisonner, se faire emporter, et bien sûr les contrepoisons. C'est comme ça qu'il a pu donner à l'humanité la connaissance de la phytothérapie. Et l'histoire, c'est qu'il utilisait déjà de l'eau bouillante. Donc vous vous rappelez, lors du précédent podcast, on a mis l'accent sur l'eau bouillante, hein. Si vous n'avez pas envie d'acheter de l'eau minérale en bouteille pleine de plastique irradié, ou que l'eau du robinet chez vous est vraiment d'un goût détestable, vous avez bien sûr l'option filtre ou l'option eau bouillante. À savoir bien sûr que dans la Chine ancienne, l'eau bouillante était plus ou moins indispensable parce que tout le monde n'avait pas accès, hein, comme on l'a dit, à un torrent de montagne sauvage. Peut-être que vous aviez une eau plus ou moins stagnante à votre disposition, donc de la faire bouillir, c'était bien sûr un moyen certain de ne pas tomber malade. Donc cet être mythique, Shen Nong, avait toujours un bol d'eau bouillante à côté de lui dans sa grotte et quelques feuilles ont été amenées par le vent sans doute et sont tombées dans son bol et il a goûté et il a immédiatement ressenti les effets bénéfiques de cette plante. Et ça me rappelle d'ailleurs un poème
d'un moine bouddhiste zen, on va en parler, hein, puisque le thé s'est très rapidement répandu dans les sectes Chan et Zen en Chine et au Japon. Un petit poème qui dit le vent m'amène assez de feuilles pour faire un feu. Et ça Très joli. symbolise très bien l'idéal de l'ermite et l'idéal du connaisseur de thé. Hein, puisque même si le rituel de thé, vous l'avez vu, est assez précis, il y a quelques instruments, on recherche toujours la simplicité. Donc la première origine du thé, c'est Shen Nang. Ensuite, la deuxième origine mythique, c'est Bodhidharma. Bodhidharma, c'est un être aussi mystérieux, un grand sage indien qui a traversé la rivière Jaune sur un reed, c'est-à-dire sur un fétu de paille. Hein. Il n'a pas marché sur l'eau, il a utilisé un fétu de paille pour traverser la rivière Jaune. Et il est arrivé au monastère de Shaolin. Et là, il s'est posé en méditation pendant 9 ans, dit-on, face à un mur. Et au bout de 3 ans, ou d'autres disent au bout de 4 ans, de 5 ans, enfin peu importe, on parle de mythes, là on parle d'histoire, donc il est hors de question de les décortiquer avec un œil d'occidental historien, c'est de la poésie. Au bout de quelques années, disons, il commençait à s'assoupir, donc il a coupé ses paupières. Et elles sont tombées au sol, et des deux paupières de Bodhidharma sont nés les deux premiers théiers euh, en Chine. Ça me fait aussi penser à l'histoire du Bouddha lui-même qui, lorsqu'il a réalisé la grande souffrance de l'humanité, a versé quelques larmes, et c'est de ces larmes qu'est née Tara. Tara, c'est l'équivalent de Marie, entre guillemets, si vous voulez, c'est la déesse de la compassion. Donc voilà comment le thé est arrivé en Chine. Et en Chine, il est arrivé donc très rapidement, peu importe de quelle façon, dans les monastères et dans les monastères Chan. C'est-à-dire, c'est une technique qui met beaucoup l'emphase sur la méditation, la simplicité, le calme, l'introspection, euh, les devinettes de sapiens, hein, ou les koans en japonais. Donc c'est beaucoup de travail d'intériorisation, ce qui semblerait être un des effets sur l'esprit du thé. Très Hein, intéressant. Hein. lorsqu'on fait une cérémonie du thé avec Sabine, c'est pas pour rien qu'il y a ces 3 tasses. Hein. Déjà, le chiffre 3, c'est un chiffre très important. Et puis, en silence afin d'intérioriser et de pouvoir goûter tranquillement euh, en calmant notre esprit. Donc il semblerait que dès le départ, le thé est teinté par ça, hein, par cette symbolique mythique à la fois du chaman, de l'homme solitaire, puisque tu sais très bien, Sabine, que se faire un thé tout seul, c'est aussi très bien. C'est très bien de le partager, mais quand on est seul avec ses petits instruments et qu'on savoure un thé, on rentre vraiment dans un état d'introspection et de calme. Voir si on ne l'est pas, on peut le chercher et le trouver grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment la première idée force de l'historique du thé dans ce contexte non chronologique et historique, mais plutôt symbolique, c'est que le thé représente ça. Hein. Il représente vraiment le sage, le calme, le vide. Mais le Et vide ça, créatif, hein, pas le vide stressant ou angoissant. voilà, donc bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ensuite de ce calme
Bon, ça c'est libre à nous d'en faire ce qu'on veut, mais c'est sûr qu'on est loin de l'idéal moderne, hein, et occidental. Rappelons-nous, une fois de plus, que tout ce dont nous parlons, ça vient de la tradition, hein, de la Chine antique, de la Chine qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, bien que tu en as rencontré, il y a encore des maîtres de thé, il y a encore des gens qui enseignent la simplicité, le calme et la bonté, la bienveillance. La sobriété heureuse, hein. Exact, c'est une très belle définition, hein, ça, la Et ce qui sobriété. n'empêche pas le raffinement ou l'extrême finesse ou connaissance du sujet du thé. Tu vois, simplicité ne veut pas dire on laisse tout derrière soi. Non, absolument pas, hein. Simplicité, ça implique souvent profondeur, hein, Oui. et complexité. Il ne faut pas confondre le compliqué, hein, Mhm. et la cérémonie du thé, c'est pas compliqué, hein. Il y a une tasse, une petite bouilloire, de l'eau et du feu, mais c'est très complexe, hein. Tu l'as observé toi-même avant, que les gestes vraiment fassent partie de nous-mêmes. Il faut une compréhension du corps entier. Donc le thé s'est installé dès le départ en Chine, hein, c'est Camellia sinensis, donc c'est une plante native. C'est aussi une plante native de l'Inde, hein, c'est une autre branche, mais ils avaient aussi du thé en Inde, qui est l'autre grand pays du thé, hein, encore aujourd'hui. Et de la Chine, il est passé très rapidement au Japon, vers l'an 900, euh, avec un moine chinois qui est allé porter le zen, puis le thé en même temps au Japon. C'est immédiatement rentré, bien sûr, dans la demeure de l'empereur. À cette époque-là, le thé chinois, c'était du matcha, hein, c'était de la poudre de thé. Ouais. Du thé fouetté. Puis, à la mort de cet empereur-là, c'est tombé un petit peu en désuétude. Et 2 siècles plus tard, hein, vers les années 1100, là, il y a un grand moine qui s'est installé au Japon et qui a fondé la secte Renzai, qui est la première secte zen du Japon, donc qui vient du Chan, hein, chinois. Et là, immédiatement, le thé s'est imposé à la fois dans les monastères et dans la cour impériale, à la cour impériale et chez les samouraïs. Donc ces trois, sachant que les empereurs ont toujours été férus, entre guillemets, de spiritualité, hein, plus comme aujourd'hui, mais il était très important à l'époque pour un empereur, bien sûr, de prendre le conseil d'un sage et si possible de l'écouter. Donc le thé s'est installé au Japon dans ces trois, sur ce trident, hein. Euh, Cour de l'empereur, monastère et milieu des samouraïs. Alors dans les monastères, il y a même quelques histoires, hein, quelques anecdotes, voire des koans, ces énigmes de sapiens, comme on dit en français, sur le thé. Il y en a une qui est très connue d'un maître zen qui voit un de ses étudiants qui est un novice et qui lui demande est-ce que je t'ai déjà vu ici? Et le novice dit non. Et le maître lui répond prends une tasse de thé. Puis il voit un deuxième étudiant, il lui dit et toi, est-ce que je t'ai déjà vu ici? Ah oui, bien sûr, moi ça fait des années que je suis étudiant dans ce monastère. Et c'est bien, prends une tasse de thé. Et à ce moment-là, le manager du monastère, qui n'était pas forcément un être éveillé, hein, parce que c'est celui qui s'occupait de l'administration, demande au maître zen, mais comment se fait-il que malgré que ces deux moines vous aient répondu quelque chose de différent, vous leur ayez donné la même réponse? Et donc le maître zen lui dit, es-tu présent? Et donc le manager lui répond oui, 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 bien sûr, mais prends une tasse de thé. Donc je vous laisse, hein, puisque c'est un koan, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépasse la compréhension du mental. Intellectuel. Ouais.
intellectuel, mais vous voyez bien que là, on se sert du thé comme fil conducteur et surtout comme base, hein. Et une autre histoire d'un scholar, comme on dit, un intellectuel, on dirait, qui est allé voir un maître zen pour étudier le thé avec lui. Et donc le maître zen, bien sûr, le fait asseoir en face de lui et sert le thé. Et il sert le thé, il sert le thé, il sert le thé, il sert le thé, et la tasse déborde, déborde, déborde. Donc le professeur lui dit, mais que faites-vous? Ça déborde de partout. Et le maître lui dit, oui, comme ton intellect. Quelle belle image. Voilà, donc vide-toi avant d'apprendre, hein. Et c'est ça vraiment, pour moi, qui est très prégnant, c'est cette histoire de vide, hein. Chez les samouraïs, bien sûr, c'était exactement la même chose. À savoir qu'avant un combat, si vous n'êtes pas dans le calme absolu, les chances de vaincre sont minimes. Et à une époque même, au Japon, c'était la paix, au grand désespoir des samouraïs. Et beaucoup de samouraïs, pour garder leur place privilégiée dans l'Empire, se sont mis à étudier avec des maîtres de thé et sont devenus eux-mêmes des maîtres de thé. Et j'ai vu récemment un film japonais, moderne, hein, mais un film d'époque, où il y a une bande de samouraïs qui n'ont rien à faire et qui sont bêtes et qui prennent le thé avec un d'entre eux qui a gardé une position très, très privilégiée à la cour grâce à sa pratique de la cérémonie du thé. Et l'un des samouraïs lui dit que c'est très bien cette cérémonie du thé, il ressent la même tension qu'avant un combat. Donc bien sûr, dans la cérémonie du thé, il y a l'intention de la personne qui l'amène, hein, que ce soit toi, Sabine, ou bien les maîtres que tu as eu la chance de rencontrer. C'est dans l'intention que passe le message du thé. Et là aussi, l'intention s'affine dans le silence et dans le calme. Alors Victor, tu avais retrouvé un chapitre sur le parallèle entre thé et café. Tu veux qu'on en parle? Voilà, alors justement, je pense vous avoir fait comprendre du mieux que je peux d'où vient l'origine du thé dans ce qu'elle fait sur l'esprit. Puisque vous avez bien compris que le fil sous-jacent de ce podcast qu'on fait avec Sabine, c'est ça, hein, c'est les propriétés médicinales du thé, à savoir que dans les traditions anciennes de médecine, la véritable santé, c'est la santé du cœur, hein, c'est la santé de l'esprit. La santé physique ne fait qu'en découler. Il est impossible d'avoir une santé physique resplendissante si votre esprit est troublé, hein, puisque l'énergie précède la matière. Donc votre cœur, ou en médecine chinoise on dit que, pas qu'en médecine chinoise, hein, puisqu'on dit aussi que l'œil c'est la fenêtre de l'âme, hein, chez les poètes occidentaux, c'est dans l'œil que se lit la vitalité de l'esprit, la vitalité du cœur. Donc thé versus coffee, d'abord le café c'est une graine, donc c'est la quintessence de la plante. C'est-à-dire, si vous vous rappelez un petit peu ces notions de yin et de yang, déjà c'est centripète, c'est-à-dire ça se rassemble, hein, ou centrifuge, là je ne me rappelle jamais parce que je suis un petit peu dyslexique, vous m'excusiez, mais disons que c'est un rassemblement, hein, c'est pas une dispersion. Et le rassemblement, c'est yin, puisque la matière est yin. Donc tout ce qui se contracte est yin, tout ce qui se disperse est yang. Le café, c'est ça, hein. Vous avez une plante avec une fleur, le pistil, etc., 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 jusqu'au fruit, puis à la graine. Donc le café, c'est vraiment une concentration très forte
Et historiquement, pareil, je ne vais pas vous le raconter de façon chronologique, comment est-ce que le café est arrivé, par qui, où, etc., etc. Mais on va dire quand même que les premières coffee house, c'est en Angleterre, qu'elles se sont développées, très développées, et qu'il y avait énormément de coffee house à Londres, et que ces coffee house étaient des lieux ouverts à tous. Donc la chose qui était très intéressante, c'est qu'il n'y avait pas la place pour les nobles ou pour les aristocrates, et tout le monde était assis dans le coffee house sur un pied d'égalité, ce qui est très rare dans la société britannique. Et c'était des lieux où se rencontraient énormément, bien sûr, d'hommes, hein, uniquement des hommes au départ. Et ces coffee house sont par la suite devenus, par exemple, le London Stock Exchange, les assurances Lloyds et beaucoup de clubs privés. Donc, je vous laisse imaginer la tenue, entre guillemets, des conversations et le genre de gens qui allaient dans ces coffee house, hein. Un café, une cigarette, on est loin de 3 tasses de thé en silence, Il y bien a une sûr. effervescence. Voilà, exactement. Il y a une excitation. Attention, le thé, on l'a dit, hein, mais le thé n'est pas excitant. C'est-à-dire qu'il y a plus de théine dans le thé, mais on utilise beaucoup moins de thé beaucoup, que de café dans une tasse, hein. Mais voilà, on voit très bien, comme dans tous les films européen, c'est café et cigarette, quoi. Beaucoup de gens vous disent le matin, si j'ai pas mon café et ma cigarette, je peux pas me réveiller, ou je peux pas aller aux toilettes, ou je peux pas aller travailler. Signe donc d'une santé déficiente, bien sûr. Parce que si vous avez besoin de café pour vous réveiller, et de cigarettes pour aller aux toilettes, ben, c'est que votre système digestif ne fonctionne pas, hein. C'est très simple, hein. Alors qu'on l'a vu, la première tasse de thé du matin, elle n'est pas là pour nous réveiller ou pour nous faire aller aux toilettes, mais pour nous purifier, pour nous rendre encore plus ching, encore plus clair, hein. Il est évident qu'un café et une cigarette ne nous rend pas clair. Au contraire, il y a toujours cet effet yin, hein, c'est-à-dire cet effet de contraction. Euh, des très 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 grands buveurs de café, c'était Voltaire, bon, qui est un intellectuel brillant, un grand philosophe, qui a l'air assez pète sec quand même, hein, et qui, je pense, d'après ce que j'ai lu, était pas très sympathique. Et il buvait, je crois, quelque chose comme 70 tasses de café par jour. Mais quand même. Oui, donc c'est très impressionnant. Et Balzac aussi. Balzac, lui, grand consommateur de mots, grand écrivain prolifique. Donc vous voyez là, pour moi, chez ces deux personnes symboliques, on est dans l'accumulation, hein, toujours. Ça, c'est très yin aussi, hein. Accumuler, accumuler, accumuler. C'est le contraire, une fois de plus, de l'esprit du thé. Le thé n'est pas là pour vous faire accumuler, au contraire, il est là pour vous faire éliminer. Il est là pour mettre de la place dans votre esprit et pour le vider. Donc, pareil, le thé, c'est une plante qui pousse, comme toutes les plantes, vers le haut, et dont on utilise uniquement les sommités terminales. Donc, c'est extrêmement yang et extrêmement clair, puisqu'on n'utilise que les plus petites pousses. Donc, vous voyez déjà la différence entre la graine du café et la pousse du théier. C'est pas du tout, du tout, du tout la même énergie, hein, au niveau du goût et surtout ce que ça nous fait sur le cœur. C'est-à-dire que on pourrait dire que le café va amplifier notre état. D'ailleurs, tout le monde boit du café quand il est stressé, mais on sait très bien que plus on boit de café, plus on est stressé. Le café ne va jamais nous déstresser, ni la nicotine. Donc ça, ce sont deux plantes qui excitent, mais qui ne Qui posent pas. entretiennent en fait. Exact. Donc les différences principales du café, elles sont là, elles sont non seulement dans l'effet, mais aussi, comme vous voyez, dans le... Il n'y a pas vraiment d'histoire mythique du café, hein. Il n'y a pas le mythe du café. Vous pouvez chercher, on a pu s'en servir comme une plante sacrée, mais c'est ces deux histoires qu'on a racontées sur Bodhidharma et sur Shenlong, vous ne les retrouvez pas
dans le café. Le café a tout de suite pris une attitude occidentale, on va dire, de consommation, de surconsommation, d'accumulation. À ma connaissance, il n'y a pas de marché international du café, pardon, du thé, comme il y en a pour le café ou le chocolat. Hein, les prix sont fixés, il y a des traders qui tradent sur le café et qui tradent sur le chocolat, mais pas sur le thé. Je sais très bien qu'il y a des grosses spéculations en Chine, chez les collectionneurs, etc. Mais il y a pas des gens qui font du trading de matières premières, alors qu'il y en a sur le blé, sur le maïs, sur le chocolat, sur le café. Le thé, pareil, n'a pas été utilisé dans la Révolution verte. Hein. La Révolution verte, c'était quelque chose qui devait sortir les pays en voie de développement ou à l'époque sous-développés euh, de leur misère en leur faisant planter du café et en faisant travailler des pauvres gens pour rien à planter le café. Et les prix, bien sûr, ne sont pas fixés par eux, ils n'ont pas les moyens d'en acheter. Donc ça, c'est très consumer, c'est de la consommation. Le thé, il n'y a pas de révolution verte avec le thé. Hein, les plantations de thé en Chine ou les plantations de thé en Inde n'ont pas été dictées par les Occidentaux, par les Britanniques en Oui. Inde, bien sûr, Mm. mais pour leur propre trading. Mais de toute façon, les Britanniques, ils ont toujours fait comme ça. Donc, c'est pas étonnant, c'était leur mode de fonctionnement. Donc vous voyez, en plus des... Alors n'en déplaise malheureusement, moi je bois un peu de café de temps en temps. Hein. Au niveau de la médecine chinoise, le café, malheureusement, c'est mauvais pour tout. Ok. Voilà, parce que le café c'est très froid par nature, même si c'est excitant. Donc le café va affecter votre foie, votre estomac, votre cœur, même votre rein et vos poumons, mais essentiellement le foie. Hein, parce que comme il est froid, il va vous rafraîchir le foie tout en l'excitant. Donc il y a là un, un mouvement antinomique hein, de chaud et de froid, c'est-à-dire d'excitation et de froid. Ensuite, il va vous taper sur le cœur de par son excitation. Hein. Vous avez des gens, quand ils boivent du café, ils font de la tachycardie. Vous ne ferez pas de tachycardie en buvant du thé de bonne qualité. Bon, peut-être que si vous buvez une dizaine de thés noirs fermentés de mauvaise qualité, déjà vous allez certainement avoir la muqueuse de l'estomac qui va souffrir. Le café fait tout de suite souffrir la muqueuse de l'estomac, donc je recommande là aux buveurs de café, s'il vous plaît, le matin à jeun, prenez une tasse d'eau chaude avant votre café, hein, afin de ne pas brutaliser la muqueuse de l'estomac à ce point en lui mettant du café qui va agresser la muqueuse de l'estomac dès le matin, surtout si vous prenez un expresso. S'il vous plaît, prenez une petite tasse d'eau chaude et après, dégustez volontiers votre café. Hein. Le but, bien sûr, c'est pas d'interdire, hein. C'est juste d'étudier poison contre poison. Donc, bien sûr, boire du café, c'est agréable, mais essayons de le faire dans les conditions les meilleures. Donc là, évidemment, je vous recommande, c'est toujours pareil, de prendre du bon café, de pas boire de Nescafé. Si possible, d'aller chez quelqu'un qui fait torréfier, qui torréfie son café lui-même. Hein. Nous, ici à Nice, il y a un torréfacteur. Bon, c'est devenu très à la mode, hein. En Scandinavie, en Allemagne, il y a énormément de pays maintenant où on peut trouver du café qui est torréfié. Et la torréfaction du café, c'est comme avec le thé. Hein. C'est là où tout est. C'est là le secret. Si votre café est mal torréfié, vous avez un mauvais café qui va être donc très acide. Essayez d'avoir une machine de qualité correcte. Vous n'avez pas besoin d'avoir une Jura à 5 000 euros. Hein. Ça, c'est inutile. Euh, Donc, oui, au niveau de la santé, bien sûr, je recommanderais le thé par rapport au café. Et surtout, dites-vous bien que si vous ne pouvez pas vous réveiller, si vous n'avez pas bu un café, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. Victor, tu nous expliquais avec beaucoup de détails, d'explications à plein de degrés différents sur les coffee shops. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle sur les maisons de thé? Quelles sont les différences et ou peut-être les points de ressemblance? Oui, bon, déjà, c'est un endroit où on devrait se sentir bien, que ce soit un coffee.
shop ou un coffee house. Bon, j'imagine que ces coffee house britanniques, ça devait être super quand même, hein. Il devait y avoir une ambiance entre guillemets très particulière, hein, là-bas. Euh, Sûrement assez exaltée et bruyante de la grande ville. Et c'est un peu le contraire de ce qu'on rencontre dans un tea house. Euh, bon, d'abord, si vous avez vu quelques films japonais traditionnels, vous voyez la sérénité. Il y avait faire une tea house japonaise, c'était un art, hein. Mhm. C'était extrêmement ritualisé, le nombre de tatamis de la pièce, le genre de meubles, comment ils étaient installés. Il y avait des grands maîtres de thé qui ont révolutionné ça, puisqu'ils l'ont trouvé trop surfait. Certains qui sont revenus à la tradition euh, justement de l'ermite avec des instruments ébréchés, voire cassés, des bouts de bois sans forme. Et là, on se rapproche de l'idéal du taoïste, hein. The uncarved block, comme on dit, c'est-à-dire le bloc qui n'a pas été et surtout qui ne peut pas être sculpté, hein. Donc le retour au naturel. Donc pour moi, la maison de thé, elle va chercher toujours aujourd'hui ça, hein. Tu m'as indiqué une maison de thé à Paris, là, euh, en pleine ville, en plein Paris. Vous rentrez et tout de suite c'est calme. C'est calme, il y a beaucoup d'espace autour des tables. Donc on voit, bon, ils vendent aussi du thé, des théières, bien sûr, mais on n'a pas l'impression que la recherche du profit est ce qui les motive. Parce qu'autrement, il y aurait 2 fois plus de tables. Or là, vous avez des tables qui sont disposées d'une façon où vous n'entendez pas la personne qui est à côté. Mm, c'est vrai. Et de toute façon, si la personne à côté, elle ne va pas parler fort. Quand vous êtes dans une maison de thé, vous êtes immédiatement saisi si c'est réussi par ce calme, par ces gens qui vous apportent le thé tout doucement. On est loin du garçon de café là qui speed comme un malade parce qu'il a 15 expressos à amener toutes les 2 minutes et qui vous fait des remarques plus ou moins rigolotes. Donc la maison de café, c'est un lieu très yang, où pourtant on sert une boisson yin. Et la maison de thé, c'est un lieu très yin, où on sert une boisson yang. C'est-à-dire un lieu très calme, un lieu très posé, un lieu où la lumière doit être le plus naturelle possible, la plus Parce que douce possible. tamisé aussi. Exact, exact. Et ça, tamiser la lumière, c'est yin, bien sûr, hein. C'est mettre un filtre devant, c'est adoucir la lumière du yang. Donc je dirais ça, je dirais une coffee house c'est yang et une tea house c'est yin. Est-ce qu'on peut dire que de par ces différences, que ça ne stimule pas les mêmes parties de l'intellect, en fait, qu'on aille dans un coffee shop ou dans une tea house? Je suis tout à fait d'accord, hein. Le thé, bon, les opiomanes buvaient beaucoup de thé. Euh, je pense que le thé est une boisson, oui, du créateur non intellectuel. Je pense que le thé stimule une partie de notre créativité qui n'a pas de rapport avec l'intellect, hein. Donc, à la fois intuitive et multidimensionnelle. Euh, donc aussi très asiatique, hein. Le café, c'est très bien, je pense, pour résoudre des problèmes linéaires. D'ailleurs, dans tous les bureaux, il y a le coffee machine, hein, dans le couloir. On se réunit autour de la machine, on appuie sur le bouton pour boire du café. Il n'y a pas des tea machines. Non, Il n'y a pas. chacun a son petit thermos à thé en Asie, en fait. Hein, Voilà. mais Ici, c'est bien il y connu, a on une est dedans. partie pardon, dans les maisons de thé qui me plaît beaucoup et que nous, ici, on n'utilise pas beaucoup. C'est aussi un point de rendez-vous pour négocier, pour faire des affaires, pour signer des contrats.
On loue une partie, on privatise une partie de la maison de thé. Et là, il se joue des choses importantes. Et on sert du thé conséquent pour accompagner ces grands moments de signature. Je pense qu'on faisait ça aussi en Angleterre, hein, puisque Oui, on a dit ces coffee houses se sont transformés en. Mais c'est intéressant puisque Léon Coquelin, notre maître, nous disait buvez du thé avant un business meeting, buvez du thé avant une réunion d'affaires, buvez du thé avant d'aller signer un contrat, buvez du thé avant d'aller faire un interview de travail, parce que ça va vous éclaircir l'esprit. trop bien. Et là aussi, c'est donc pas dans un esprit de compétition. S'éclaircir l'esprit, c'est être sûr que tous les partenaires vont être satisfaits. Bon, c'est un peu idéaliste de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais. voilà, c'est dans une volonté, dans un désir que tout le monde soit satisfait. Je pense que c'est le but entre guillemets, d'un maître de thé. Lorsqu'il sert le thé, c'est que tout le monde soit satisfait. Et au meilleur ou de sa forme ou de sa présence. Exact. Et quand on parle tous les deux au sujet des effets du thé, on parle de cette notion d'espace que le thé fait en nous et qui permet justement la créativité. Tout à fait, hein, puisque je pense qu'on l'a dit, dans les effets du thé, il y a cet effet sur ce qu'on appelle le chêne, hein, c'est l'esprit, le cœur, l'entité spirituelle, entre guillemets, du cœur, et le cœur étant l'empereur pour les Chinois des 5 organes vitaux, et le thé éclaircit et éveille le chêne. Donc si l'empereur est clair et posé, eh bien sûr l'empire en profite. C'est super intéressant. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Si on n'a pas l'esprit apaisé, notre santé en pâtit, en tout cas. Bien sûr, hein, et puis c'est pour ça que la vie de l'empereur chinois, surtout au temps confucéen, était aussi ritualisée, hein, puisque l'empereur était le fils du ciel, et donc il lui était indispensable d'être en accord avec le ciel. Parce que si l'empereur était en accord avec le ciel, ben, l'empire aussi était en accord Mm. avec le ciel. Hein, donc ça, c'est cette idée microcosme, macrocosme, qui est extrêmement importante et qui est aujourd'hui complètement bafouée. Hein. Dans le Tao Te Ching, on le dit, hein, si si le maître n'est pas honnête, comment voulez-vous que ses sujets le soient? Euh, si le cœur n'est pas en paix, comment est-ce que l'organisme peut fonctionner? Donc c'est cette idée toujours de globalisation, hein, cette idée d'englober les choses. Je fais du thé essentiellement pour le. Victor, tu sais, là, on est en période de grosse chaleur estivale. Nous, à Nice, il fait très chaud. Toi, il fait un petit peu moins, tu es un peu plus en hauteur. Tu souffres un petit peu moins de la chaleur là où tu es. Mais j'entends beaucoup de conversations de mes amis qui ont à peu près ou mon âge ou même beaucoup plus jeunes, qui, et on parle de bouffées de chaleur ou pré-ménopause ou ménopause ou post-ménopause. Euh, En médecine chinoise, comment on traite cette idée de chaleur? Alors, la chaleur, elle fait partie de il y a la chaleur naturelle, d'abord des extérieurs, hein, ce qu'on appelle les liu qi, c'est-à-dire il y a le froid, le chaud, l'humidité, la sécheresse, euh, le vent, l'humidité-chaleur, des combinaisons de ces éléments qu'on rencontre dans la nature. Là, en ce moment, on est en période d'humidité-chaleur. C'est un peu tôt, hein, pour la saison, pour avoir de l'humidité-chaleur. C'est plutôt au mois d'août qu'on rencontre ça. L'humidité-chaleur, c'est la plus difficile à supporter. C'est ce qu'il y a dans les pays asiatiques. Hein. Donc ça, ce sont les événements climatiques extérieurs. Ensuite, il y a les mêmes choses qui deviennent pathologiques à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'il y a un froid pathologique, une chaleur pathologique, une humidité-chaleur,
une sécheresse, le vent, euh, c'est exactement la même chose. Alors, il y a deux possibilités. Soit, euh, pour les Chinois, c'est pas une histoire de microbes ou de virus ou de bactéries, mais on est mal préparé aux événements climatiques extérieurs, qui, même s'ils sont équilibrés, si nous ne le sommes pas, peuvent nous affecter. Hein. Mhm. Par exemple, si je dors sur un sol froid, le froid va pénétrer en moi. Et 4 ans après, je peux avoir des rhumatismes paralysants. Parce que ce froid naturel va rentrer dans le corps, se transformer en qi, c'est-à-dire en énergie, on dit perverse, mais pas dans le sens occidental du terme. Perverse, c'est le contraire de zhang. Zhang, c'est droit, xie, c'est tordu. Donc c'est une énergie tordue, c'est-à-dire une énergie qui n'est pas alignée et donc qui est dangereuse. C'est pour ça qu'on les appelle des perversités. Euh, Où il y a des pathologies internes, de froid interne, de chaleur interne, d'humidité-chaleur interne, de vent interne, de sécheresse interne, et qui sont liées soit à des excès diététiques, soit à un excès de travail, soit à une mauvaise qualité du sommeil ou pas assez de qualité du sommeil, soit à des problèmes émotionnels. Hein, puisque chaque émotion, on pourra en parler plus tard ou dans un autre podcast lié à ça, chaque émotion a un mouvement dans le corps. Et ces mouvements, s'ils stagnent, vont créer des problèmes. Donc, la chaleur dont tu parles, euh, ça c'est un petit peu délicat à comprendre au départ. Il y a la chaleur en excès et la chaleur en déficience. C'est pas du tout la même chose. L'un, c'est la vrai excès de chaud, et l'autre, c'est ce qu'on appelle une fausse chaleur. Et c'est ce qui donne les bouffées de Mhm. chaleur. C'est-à-dire cette chaleur qui monte soudainement comme ça. Quand vous êtes exposé, comme en ce moment, si vous restez trop au soleil, vous n'avez pas une bouffée de chaleur. Vous avez le feu qui vous cuit. Hein. Et comme on l'a dit, vous rentrez à la maison, vous avez une insolation, vous avez froid, parce que les extrêmes se rejoignent. Donc l'extrême yang devient yin, donc vous prenez une insolation. L'insolation, c'est un excès de chaleur yang, de feu. La bouffée chaleur, en fait, c'est une déficience d'eau. Donc si vous avez un plateau comme ça avec le feu et l'eau, ça c'est le feu en excès qui va me brûler. Ça, c'est le feu en déficience, c'est-à-dire le feu apparent. Vous remarquez que cette main-là n'a pas bougé. C'est la main yin qui est descendue. Ça, c'est l'eau. Là, c'est le feu. Le feu en excès, l'eau en déficience. Donc le feu apparent. C'est pour ça que si vous voulez le refroidir, vous êtes malade, parce que vous baissez les deux. D'accord? On est ici. Donc ça, c'est yin et yang. Alors, la ménopause, c'est tout simplement ça. Le yin et le yang du rein qui baisse. Mhm. Donc c'est pas une maladie, c'est pas un agent pathogène d'origine interne pervers. C'est normal, c'est naturel. Hein. À partir de l'âge de 40 ans, il y a une baisse énergétique importante. 40 ans, c'est l'estomac, 50 ans, c'est le foie, 60 ans, c'est les reins. Pour les femmes, 49 ans, 7 fois 5, 49, c'est l'énergie du foie qui commence à baisser, pour les hommes aussi, bien sûr. Hein. Mais vu que vous êtes sous l'influence du sang et des règles, le foie, les reins et la rate ont une influence très importante sur les règles. Parce que c'est le foie qui va envoyer le sang à l'extérieur. Donc, suivant si vous avez des douleurs, si vous avez aménorrhée, dysménorrhée, ça vient très souvent du foie. Ça peut être aussi une énergie du rein qui est tellement faible que vous ne fabriquez plus de sang. Hein, bien que la fabrication du sang elle est aussi sous le contrôle de la rate. Donc, ces bouffées de chaleur dont on parle, c'est le yin du rein qui baisse. Et petit à petit, il va entraîner le yang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cette différence-là? Tout devient apparent. Donc, suivant les pathologies sous-jacentes que vous aviez
avant la ménopause, eh bien, ting, elles vont apparaître. C'est-à-dire, si vous aviez une pathologie sous-jacente du cœur, je ne parle pas de crise cardiaque, de choses comme ça, hein, je parle de pathologie énergétique. Il y a des femmes, à la ménopause, elles ne dorment plus, par exemple. Elles ont une palpitation. Pourquoi? Parce que le yin du cœur baisse. Donc, vous avez un yang apparent, qui n'est pas du tout le cas de quelqu'un qui a le teint rouge, les yeux injectés de sang, les veines gonflées et qui est cardiaque. Lui, il a trop de feu. Mais une femme qui a des bouffées de chaleur, vous remarquez quand vous avez une bouffée de chaleur, en fait, vous êtes blanche et rouge. Vous avez une rougeur qui monte sur du blanc. Alors que quelqu'un qui est en excès de feu, il est rouge, écarlate, voire violet. Il n'est jamais Hmm. blanc. Oui, ces hommes, comme on dit, sanguins, hein, sont toujours rouges. Alors qu'une femme qui a des bouffées de chaleur, c'est pas du tout comme ça. Elle ne devient pas écarlate. Hein. Il y a cette chaleur qui monte avec du blanc sous-jacent. Si vous aviez un problème digestif, une rate qui fonctionne pas due à soit un excès de soucis, soit une diététique inappropriée, vous allez malheureusement prendre du poids. Parce que soudainement, cette rate qui se comportait comme il faut, touc, baisse énergétique. Si vous avez une faiblesse du feu digestif, étant donné que le yang, au bout d'un moment, va descendre avec le yin, soudainement, cette baisse de feu digestif va se marquer beaucoup plus. Donc, en Occident, on dit tout ça, c'est hormonal. Hein. La prise de poids, c'est hormonal. Les bouffées de chaleur, c'est hormonal. Oui, certes, bien sûr, hein, le système rein et foie font partie du système hormonal. Mais en médecine chinoise, on ne va pas parler tellement du système hormonal. On va parler toujours de montée, descente, chaud, froid. Hein. On l'a un tout petit peu vu lors du premier podcast. Donc voilà, la ménopause, c'est pas une maladie, euh, c'est un déséquilibre naturel. Maintenant, si vous avez, souvent on vous dit à 42 ans, vous commencez à avoir une aménorrhée, on vous dit, ah, vous êtes en préménopause. Sauf si on vous fait des tests hormonaux qui le démontrent. Non, c'est faux, vous êtes en dysménorrhée. C'est-à-dire vous avez des règles irrégulières. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en préménopause. On régule ça, vous recommencez à avoir vos règles jusqu'à. Certaines femmes ont leurs règles jusqu'à 52, 53 ans. Hein. Donc si vous arrêtez vos règles à 42 ans, vous dites, ah ben oui, c'est une ménopause avancée. Non, non, c'est pas du tout une ménopause avancée. C'est que vous avez un problème gynécologique qui est inconnu pour l'occidental et qui vous dit, vous êtes en ménopause, du coup, vous faites une dépression. Vous prenez du poids parce que c'est votre façon de lutter contre le stress et vous vous trouvez véritablement en ménopause, simplement parce qu'on vous a dit, ah, ça y est, à 42 ans, ma pauvre dame, vous êtes en ménopause. D'ailleurs, vous avez un kyste, on va vous faire une hystérectomie, comme ça, c'est pas grave. Je ne plaisante malheureusement pas, hein, c'est très souvent comme ça. Hein. Et du coup, vous avez beaucoup de femmes qui ont à peine 45 ans et qui se retrouvent dans des situations de préménopause qui ne le sont pas. Tu m'avais dit que la médecine chinoise accompagne très bien ces changements hormonaux. Non, on va dire Alors, que c'est pas que hormonal. non, absolument. Bon, ça c'est un peu comme quand on parlait du thé vert anti-cancer. Hein. Hmm. J'ai rencontré il y a très longtemps à Vancouver une jeune taïwanaise et on parlait de ça, de médecine chinoise. Elle me dit, ah oui, à Taïwan, donc ils sont très traditionnels, dès qu'une jeune fille a ses règles, donc 15-16 ans, après les règles, pendant 4 jours, on boit le Siwu Tang. Siwu Tang, c'est une formule euh, qui tonifie le sang donc qui agit aussi sur le système hormonal. Donc traditionnellement, les femmes chinoises, à partir de l'âge où elles sont réglées, à la fin des règles, elles remplissent tout de suite. Elles rééquilibrent tout de suite ce qu'elles ont perdu. Ce qui fait que, en principe, vous devez avoir une ménopause complètement smooth, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sans beaucoup de symptômes, à Mhm. part les quelques bouffées de chaleur qui sont vraiment normales, parce que cette baisse de yin, elle est véritable. Hein. C'est pour ça que certaines femmes se dessèchent, qu'il y a malheureusement cette apparition de rides, parce que c'est paradoxal, mais c'est très chinois, hein, yin-yang, il y a aussi un dessèchement dans la ménopause. Même si vous prenez du poids, en fait, il y a un dessèchement, il y a un manque de fluide. Certaines femmes se couvrent véritablement de rides. Hein. C'est le dessèchement, c'est-à-dire c'est l'eau qui diminue. Et quand Mhm. l'eau diminue, eh ben, il y a une sécheresse. Donc vous voyez toujours,
cette interaction yin et yang, il n'y a jamais rien de yin, il y a une baisse de yin, mais en même temps, il y a une sécheresse. Ben oui, évidemment. Parce que là, vous voyez bien, avec la chaleur, la terre, elle se dessèche. Donc le yin est affecté. Donc il n'y a qu'à observer la nature une fois de plus pour voir ce qui se passe. Donc, étant donné que nous ne sommes pas en Chine traditionnelle et qu'on n'a pas bu du Siwutang depuis qu'on a 14 ans, oui, bien sûr qu'on peut traiter la ménopause avec des plantes. Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est recommandable, puisque souvent, bon, il y a des remplacements hormonaux, mais le jour où vous les arrêtez, moi je connais des femmes qui ont arrêté de prendre des hormones à 70 ans et qui ont eu une ménopause à 70 ans, Hmm. avec des gros effets de chaleur, avec l'apparition de rides, parce que ouais, c'est comme ça, quoi. Hein, c'est comme nous, on perd nos cheveux, on perd notre stamina sexuelle, on perd notre masse musculaire. Ça fait partie du processus de vieillissement qui est un processus de dessèchement. Hein. Vous voyez les personnes vraiment âgées, et ils sont toujours secs. Hein. C'est très rare de voir quelqu'un d'âgé et en surpoids. Les vrais vieux, ils sont toujours secs. Parce que le vieillissement, c'est un processus de dessèchement, donc de flétrissement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de sang, dessèchement du sang. Mais c'est pour vous garder plus longtemps en vie que vous arrêtez de saigner. C'est pour préserver votre énergie vitale. Hein. Il y avait des techniques anciennes dans les monastères taoïstes où les femmes connaissaient des techniques d'acupuncture secrètes pour arrêter leurs règles, pour ne pas perdre leur énergie vitale. Parce que quand vous perdez votre sang, vous perdez votre énergie vitale. Mais apparemment, vous en avez beaucoup plus que nous, puisque vous êtes capable de saigner pendant des années, d'avoir des enfants, de les nourrir au lait et de vivre en moyenne de 10 à 20 ans de plus que nous. L'homme, pour préserver son énergie vitale, on en parlera peut-être une autre fois, doit changer son comportement sexuel à partir d'un Oui, certain âge. on en parlera, on en fera un chapitre pour pas ne parler que de la femme. Non, bien sûr. Mais il est certain que vous, c'est naturellement votre corps arrête de perdre de l'énergie vitale avec la ménopause. Donc la ménopause, c'est pas quelque chose d'horrible. Il faut le voir comme un changement de vie et surtout, c'est ça qui vous permet de vieillir plus longtemps, parce que vous arrêtez de perdre cette énergie vitale. Ah, c'est excellent. Je ne savais. Oh, il est bien cet angle. Mais oui, mais en plus c'est vrai, hein, c'est de dire bon, le monde. The world is a state of mind, hein, le monde est un état d'esprit. Hein, c'est sûr qu'on peut voir ça comme ça y est, je suis une vieille sèche, j'ai plus qu'à me lifter le visage, etc., etc. Mais je pense que l'acceptation, ça aussi, c'est très T, hein, Tout à l'acceptation. fait. Se poser, accepter, prendre son temps, accepter qu'après la troisième tasse, c'est fini, et pas encore un café, s'il vous plaît, qui sort de la machine sans fin. Le thé, en tout cas pour moi, c'est réussir à sortir de la lutte intérieure, tu sais, de sans arrêt Bravo. chercher un Ouais. résultat, une performance, un mieux que, ou bon, moi je suis pas de nature à regretter, mais enfin tu vois, il n'y a pas de c'était mieux avant ou enfin tout ce genre de pensée où on n'est pas du tout je ne suis pas du tout dans le présent et ça a dû m'arriver plein de fois, hein. Et je pense que le thé sans arrêt me ramène au centre, à l'acceptation et puis comment dire, sans vouloir employer des mots, tu sais, de New Age ou ça me ramène à être bien avec moi-même. Voilà, hein, ça, c'est tout simple. Tu te rappelles une fois je t'avais envoyé cette calligraphie japonaise sur le goût du thé et qui en fait signifie le goût irremplaçable de la première fois. Non, Mais chaque rappelle-moi. fois, c'est la première fois. Euh, C'est-à-dire que bah, quand on boit ces trois tasses de thé, déjà, elles n'ont pas le même goût. Ouais. Donc, cette idée d'acceptation de l'unicité de chaque expérience.
La première tasse de thé, la deuxième tasse de thé, la troisième tasse de thé, c'est déjà pas la même tasse de thé. Et quand on boit des poureurs de qualité, la dixième tasse de thé, c'est pas la même que la huitième ni que la septième. Et il y a ce poème, hein, tu sais, où la première tasse de thé me fait ça, la deuxième me fait ça. Et c'est ça, c'est sur l'unicité de l'expérience. Donc, comme on en avait parlé, le mouvement continue. Hein. Un café, tu vas boire toujours le même café. Tant que le paquet est là et que ta machine fonctionne, il a toujours le même goût. La tasse de thé, jamais. Une tasse de bon thé, de la première à la dixième théière, c'est chaque fois une expérience différente. Et ça aussi, c'est très intéressant. C'est Ne pas essayer de... une exploration interne, en fait. Bien sûr. Et Intime, qui en voire plus... même intime. Oui, mais très intime, puisque bon, on avait parlé hein, de ce goût postprandial et puis de l'effet que ça fait sur ton cœur. Et lorsqu'on boit une tasse de thé entre amis, d'observer ce qui se passe au niveau de l'humeur. Hein. On arrive Hmm. boire un thé, on sort, on n'est pas du tout dans la même humeur. On est souvent beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus gentil, beaucoup plus bienveillant. C'est un peu le contraire du café, quoi. On boit un café vite pour se booster parce que il faut aller bosser ou parce que je Il vais faut aller jouer. performer, Oui, exactement. Le thé, c'est l'anti-performing. tout en rendant bien plus performant, étrangement. Absolument, puisque c'est une performance de l'intérieur Oui. et non pas de l'extérieur. Mais écoute, Victor, je pense que cet se termine gentiment. Nous avions chacun notre tasse de thé à la main. Exact. Et voilà, moi avec ma tasse Ming. À bientôt. Eh bien, à bientôt au prochain épisode. Merci beaucoup d'être revenu sur ce podcast. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle de choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les soumettre en commentaire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.